Bonjour, comment allez-vous? Voici les infos sur l'actualité mondiale. Nous avons enregistré cette image il y a quelques instants avant d'arriver ici. En fait, nous avons dû tout retarder parce qu'il a commencé à pleuvoir et donc, nous avons cherché un abri. La grêle a été intense. Regardez, nous allons faire une pause ici. C'était vraiment intense. Ici, du moins dans le sud de Monterrey. La grêle, ça va évidemment. Mais au sol, il ne s'en est accumulé qu'un tout petit peu. Il y a certaines zones où, évidemment, il en est tombé plus, dans d'autres moins, mais on l'entendait vraiment fort, un peu comme ça. Comme du popcorn, non. Comme du popcorn. Bueno, está bien. Regardons cette image qui est devenue virale. C'est un enfant qui court à côté de la papa mobile. Et donc, il le salue. Évidemment, il est très excité et il fait signe, n'est-ce pas? Et donc, cela fait partie de la tournée de la visite que fait le pape. Léon, 14. Là-bas, comment ça s'appelle? Pas en Angola. Bon, c'est aussi une partie de ce qui se passe. Écoutez le moment où cela se produisait. La grêle. Bon, impressionnant. Impressionnant aussi une autre image qui, surprend. C'est un sujet plus géopolitique, non? Que le ministre de l'Intérieur russe, Vladimir Konstov, aurait envoyé, serait plutôt arrivé en Corée du Nord. C'est un voyage au cours duquel il mène des discussions, d'après ce qui est rapporté. Au plus haut niveau aussi, bien sûr. Une autre des images qui a attiré l'attention, cette image qui, pour l'instant, a même surpris. Une image que Maussan lui-même et d'autres partagent sur les réseaux sociaux. C'est une image qui vient de Chine, ils l'ont publiée, et en Chine, et donc, elle apparaît comme une sphère. En fait, non, ce n'est pas vraiment un drone. Oui, si on zoome un peu, on voit que c'est une sphère. ¿Fijas? Ok, no sé por qué yo le veo como aspas y la Parece. bolita. Non, attends qu'elle passe le bâtiment, ils m'ont dit, voyons voir, on voit clairement, c'est une sorte, de sphère. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle reste là un moment, comme ça, en train de flotter, puis soudain, elle part vers le haut. Ça commence et je vais avancer un peu parce que, c'est fou, tout à coup, ça part vers le haut. Moi aussi, au début, j'ai pensé que c'était comme un ballon, mais bon, c'est un ballon avec un contrôle assez important. Parce que tout à coup, d'être en train de flotter à la hauteur de l'immeuble, comme si elle regardait par une fenêtre, tu vois, et en mode voyeur, non? Tout à coup, ça s'est envolé, ça est parti vers le haut, et bon, sinon... Je vais dire que celui qui aime être regardé, Non, c'est celui qui va bien. Et bon, aussi, ça, on en parle tout de suite, ce bon. Rapidement, regardons une carte. L'Iran a un plan qui a été révélé petit à petit, un qui vient des services de renseignement, mais aussi un autre plan que les Iraniens eux-mêmes ont révélé. Et des deux côtés, le plan est terrible. En gros, il s'agit de tout détruire. Il s'agit essentiellement de détruire tout ce qu'il faut. Con petróleo y gas de los países del Golfo. C'est le plan suivant qui est en train d'être préparé par l'Iran. Ça nous allons en parler en détail tout de suite pour expliquer ce qui se passe, mais c'est évidemment aussi une étape très importante. Cette image attire l'attention. Ceci est un drone qui avait été détruit il y a peu ou qui s'était écrasé, je ne sais pas. C'est un drone de 240 millions de dollars appelé Triton. C'est un drone qui aurait apparemment eu une défaillance. Il vole à une altitude trop élevée pour qu'on ait pu le détruire, mais bon, de nos jours, tout est possible, non? Le point, c'est que ce type de drone vole déjà à environ 50 000 pieds, c'est énorme, extrêmement élevé, d'après ce qui est rapporté. Ce drone qui est tombé, il a maintenant été remplacé par un autre drone. C'est essentiellement comme s'il prenait des photos satellitaires, c'est une altitude vraiment très élevée, il est justement conçu pour ça, pour le renseignement. Donc en ce moment, il y a un autre drone qui circule dans le Golfe. De la même manière qu'ils l'ont envoyé, si je ne me trompe pas, c'est depuis ici, la Méditerranée. S'ils l'envoient, il me semble qu'en Italie, ils avaient un autre drone de ce type, pas un drone Triton, d'après ce qui est rapporté. Et donc, d'après ce que montre Fly Radar, il serait déjà en train de voler par là aussi, envoyé par les États-Unis. Ce drone s'appelle MQ-4C Triton, c'est un drone de haute altitude. Il a la capacité de voler 24 heures d'affilée à 50 000 pieds d'altitude. Et ce qu'il fait, en gros, c'est scanner tout ce qu'il y a en dessous, c'est essentiellement sa fonction. Après avoir perdu un de ses drones il y a quelques jours, il y a quelques semaines, maintenant il lance un autre drone vers le golfe Persique afin de voir comment ça se passe réellement là-bas.
Une autre image qui attire aussi l'attention, c'est celle-ci, cet individu. Voyons si nous pouvons le voir ici, à l'écran. C'est cet individu qui a déjà été identifié, celui qui tirait sur la pyramide de la Lune. Et à Teotihuacan, il s'appelle Julio César. Casos, según lo que reportan, de 20. À Teotihuacan, on l'appelle César, la pyramide de la Lune, César. C'est un individu qui se trouve à la pyramide de Teotihuacan. Il s'appelle César. C'est un individu qui se trouve à Teotihuacan. Il s'appelle Julio César. Sur la Lune, Teotihuacan, Julio César. Individu de la Lune, Teotihuacan s'appelle César individu. Teotihuacan s'appelle individu pyramide. César est un et Teotihuacan, César qui est dans la pyramide de Teotihuacan. César, individu de la et Teotihuacan. Caso tremendo. Un individu est sur la pyramide de la Lune et à Teotihuacan, il s'appelle Julio César. Déjà 15, maintenant on ne sait pas César. Un sur la pyramide de la Lune et à Teotihuacan, César est un Teotihuacan. Il s'appelle Julio. Que van a aumentarla, ¿no? Como dicen. Oui, eh bien, ce qui se passe, c'est que ce n'est pas quelque chose que l'on vit au Mexique. Non, ce n'est pas quelque chose que l'on vit au Mexique. Ce n'est pas censé être normal. Non, en effet, nous ne sommes pas habitués à ce type de sécurité car cela n'arrive pas dans ces cas-là. Et je sais que dans d'autres pays, c'est très courant parce qu'il y a beaucoup d'armes qui circulent dans la rue, tout ce que tu veux. Ici, il y a des problèmes d'insécurité, mais pas ce genre de problème. Un sujet évidemment très grave. Allons aussi à l'image suivante. On continue d'observer plus de mouvements, cette fois-ci d'avions qui circulent, évidemment des avions militaires. Nous parlons d'un mouvement massif de C-17 de l'USAF qui vole vers ce qu'on appelle le Moyen-Orient. Cela, selon eux, est une accumulation militaire qui est en cours en ce moment. Pendant qu'on essaie de mener des négociations, les avions continuent de s'accumuler, les forces continuent de s'accumuler. Et il faut rappeler qu'il y a un autre porte-avions en route, celui-ci se dirige vers le Moyen-Orient. Donc cela aussi est un élément important de ce qui se passe. Un autre également, oui, un autre. Une autre image qui attire l'attention, c'est celle-ci, à la télévision, comme ils l'appellent en Iran. Eh bien c'est ainsi qu'ils apparaissent le matin, n'est-ce pas ? Avec d'ailleurs un monsieur assez âgé, mais très agile pour faire de l'exercice. Ici, ils ne font pas cet exercice, tous habillés en militaire, ce genre de choses ne retient pas l'attention. Eh bien, pas comme ici ou dans d'autres pays. Où il y a toujours des entraîneuses. L'entraîneur, peu importe ce qu'il fait, du yoga ou autre, là-bas, c'est comme ça qu'il les montre. Je ne sais pas si c'est à cause de la guerre actuelle ou si c'est habituel. C'est quelque chose que j'ignore, mais ce genre de prise attire vraiment l'attention. Évidemment, il y a aussi une autre image qui attire l'attention. Ici, on met sur pause, c'est un jeune homme qui apparaît dans ces vidéos et plusieurs vidéos de lui ont déjà circulé. Oui. Les jeunes du Hezbollah, bien qu'ils soient alliés au Hezbollah, font leurs adieux à leur famille, à leurs amis, parce qu'ils vont devenir des martyrs. Des martyrs? Des martyrs, mais c'est fondamentalement quelque chose de terrible, parce qu'ils semblent tous très jeunes. La vérité, c'est que c'est terrible et bon. Ça fait aussi partie de cette gestion horrible du terrorisme. Un autre sujet qui attire l'attention, c'est cette publication de Candace Owen, une qui était super pro-Trump, non? Oui, et qui maintenant est devenue critique envers Trump au sein des mouvements MAGA, non? C'est cette publication dans laquelle elle critique le fait que maintenant Trump s'adresse à MAGA. Ils devraient accepter de renoncer à leurs droits pour le bien commun, la classique pour te retirer tes droits civils. Oui, de te retirer un droit, toujours sous prétexte de sécurité, de bien commun ou peu importe la raison. Et donc, on critique beaucoup Donald Trump pour parler de liberté et tout ça, et maintenant il veut les retirer, non? Un sujet, eh bien, je me demande à quel moment ils l'ont cru. Franchement, c'est hallucinant. Mais bon, ça m'interpelle aussi. Les campagnes de propagande menées par les Iraniens, ça peut même convaincre maintenant des femmes aussi de faire partie des ailes les plus radicales de l'Iran en peignant les missiles en rose. Il y a plus d'images, et ils montrent même des petits là, avec le visage couvert, mais ce sont des petits, c'est-à-dire des enfants. Ils montrent aussi des femmes sans le hijab. Regarde, ils ne les montrent pas comme ça, pas comme si « ha ha ha, on est super sympa », non. Ils montrent les filles, tu vois, mais ils mettent de la musique, tu sais, ils peignent les missiles en rose, des véhicules bien armés avec de l'artillerie rose. C'est comme si on redorait l'image du courant le plus radical en Iran, là-bas avec la garde révolutionnaire iranienne.
J'imagine que c'est pour convaincre les femmes de faire partie, disons, de ce mouvement, de ces mouvements qu'il y a avec le fameux drone Shahed et tout ça. Ce genre de choses, eh bien, ça fait aussi partie de ce qui se passe sur ces sujets. Allons-y donc pour les actualités, on passe aux infos. Voici quelques-unes des images les plus intéressantes. Eh bien, cette fois, on commence en retard, cette fois à cause d'une grosse averse de grêle. On disait que le jeune homme n'était pas mexicain, mais il l'est bien. Allez, c'est mexicain. Oui, son inspiration ne vient pas de sa nationalité. Il a aimé ce sujet, il s'est passionné et il l'a fait. Malheureusement, Évidemment, s'il y a un problème grave, pas psychologique, oui, bien sûr, évidemment. Et puis, d'où il a sorti l'arme, comment ceux qui étaient des proches d'eux ne s'en sont-ils pas rendus compte? Il y a beaucoup de doutes, évidemment, dans cette situation. Passons à d'autres sujets importants. Regardez, il y a plusieurs sujets importants, mais surtout il y a une escalade imminente. Le président du Parlement iranien, Mohamed Bakr Ghalibaf. Aujourd'hui, nous avons montré son image, lançant une série d'avertissements, mais il affirme qu'il n'y aura pas de négociation si les conditions qu'il souhaite ne sont pas réunies. C'est essentiellement ce qu'ils disent. Ghalibaf a accusé Donald Trump de chercher une reddition forcée, en utilisant la pression économique et militaire comme outil de négociation. Le discours iranien révèle la position la plus dure, affirmant avoir préparé de nouvelles cartes, et c'est ce point qui attire l'attention. Ils assurent qu'ils ont de nouvelles, ou disons de nouvelles cartes, c'est-à-dire parce que Donald Trump a mentionné à plusieurs reprises qu'ils n'ont pas les cartes. Eh bien, ils disent qu'ils ont de nouvelles cartes. L'une des cartes, la plus importante en ce moment, c'est la question du détroit d'Ormuz. Eh bien, cette image est publiée dans laquelle on voit. On voit plusieurs cibles que, selon les Iraniens, selon ce qui est publié, d'ailleurs c'est aussi important. Qui le dit, n'est-ce pas? bien sûr, mais non, ce n'est pas une hallucination de quelqu'un. Exactement. Qui le dit? Quelle est la situation? Qui le publie, le diffuse. C'est l'agence qui est essentiellement le porte-parole du corps des gardiens de la Révolution. Rappelons qu'actuellement, le chef des gardiens de la Révolution, personnage très dur, prend les décisions et a accumulé énormément de pouvoir. Eh bien, c'est bien, tu viens de lâcher la nouvelle, tu viens de lâcher la bombe, dans le sens où tu viens d'annoncer une énorme information. C'est-à-dire, la révélation qu'Astrid va faire est une révélation qui n'est connue qu'aujourd'hui, même si on s'en doutait, évidemment. On ne s'en doutait pas? Mais une chose est certaine, ce sujet est désormais confirmé et nous allons l'aborder en détail, car il est très intéressant. Selon l'objectif de ces nouvelles lettres, il s'agirait d'éliminer 32% de l'approvisionnement mondial en pétrole. C'est l'objectif. En ce moment, les objectifs, selon l'agence de presse Tasmin, sont de détruire l'oléoduc de Jambu en Arabie Saoudite. L'installation pétrolière de Fujairah aux Émirats Arabes Unis. Fermer complètement le détroit de Bab al-Mandeb. Attention, c'est un ajout. On ne voit pas bien la carte ici, mais elle est là. Il est là, au Yémen. Souvenez-vous de ce détroit de Bab al-Mandeb qui va avoir un impact très fort sur l'Europe. Celui-ci touche davantage l'Europe, évidemment. Ici, les plus touchés seraient en de loin l'Asie et surtout l'Europe, très durement. Autrement dit, si cela se produit, l'effet serait vraiment très dur. C'est énorme, même si vous voyez qu'il n'en réalise que la moitié, si seulement la moitié se réalise. La moitié de cela. Avec ça, tu as de quoi provoquer une crise économique mondiale, mais vraiment grave, et surtout certains pays d'Afrique, d'Europe et d'Asie seraient très très touchés. S'il accomplit ne serait-ce que la moitié du plan, ce serait déjà énorme, et s'il réalise tout le plan, ce serait terrible. Ils y vont à fond, comme on dit, ils ont tout mis sur la table et on dit « voilà, c'est ce qu'on peut faire. Vous voulez y aller ou on va négocier ?» Comme Trump l'autre jour. Il s'est réveillé très remonté et il a dit « ce matin, je vais décider si je détruis ou si je fais disparaître une civilisation, une façon de négocier vraiment brutale. Non. » Eh bien, maintenant, les Iraniens disent « bon, alors eux aussi sortent leurs armes nucléaires. » Je veux dire, entre guillemets, non, c'est comme s'ils disaient « c'est le maximum que nous pourrions faire en ce moment, ou la prochaine étape serait ça, ce qui serait terrible. » Balmandé, à lui tout seul, gère déjà 6 millions de barils par jour.
Et donc, si on ajoute 6 millions de plus aux 13 millions de barils qui passeront par le détroit d'Ormuz, cela représenterait ces 36% du pétrole, 32% du pétrole mondial. Mais si on enlève le gaz, l'hélium, l'aluminium et d'autres éléments comme les engrais et la pétrochimie, tout ça, c'est bien de cela qu'il s'agit en effet. C'est un effet terrible et si on en arrive aux 3 chiffres, il faudrait des mois pour réparer cela. Si jamais ils arrivent à le réparer, il faudrait beaucoup de temps pour retrouver la stabilité. Eh bien, aujourd'hui, quelqu'un du gouvernement des États-Unis disait qu'il faudrait attendre jusqu'en 2027 pour que les prix reviennent à ce qu'ils étaient avant la guerre. En résumé, ils annoncent que les prix resteront stables jusqu'en 2027 sans forte baisse. Ce qui est intéressant dans tout cela, et on peut dire que c'est la bonne nouvelle. Positive, quelque chose comme ça, exactement. C'est-à-dire qu'en ce moment, malgré tout ce qui se dit, malgré tout ce qui a été commenté, eh bien, comme il y a encore l'espoir d'une négociation, les prix ne sont pas, disons, catastrophiques. C'est-à-dire, je ne peux pas dire qu'ils vont bien quand ils sont à 94 $. Tu évoques ce qui pourrait arriver, que ça s'envole plus, mais pour l'instant, ce n'est pas arrivé. Parce que ce que les marchés voient déjà, c'est qu'il y a trop de paroles et peu de faits. Des faits en ce moment. Et ça, c'est positif, je ne dis pas ça parce que ce soit mauvais. Ils parlent beaucoup, ils ont beaucoup augmenté les menaces et tout ça. Mais rappelez-vous comment nous étions il y a 1 semaine et demie. Il ne s'agissait pas de menaces, mais de faits avérés des deux côtés. Une bombe ici, une bombe là-bas. Et ça bombardait Israël d'un côté et les États-Unis de l'autre, puis l'Iran tirait sur Israël ou tirait. C'était tous les jours, toute la journée, c'était comme ça, on rapporte. Donc pour l'instant, tant que ce ne sont que des mots. Les marchés estiment que tant qu'il ne s'agit que de paroles, ils ne réagiront pas excessivement, car il reste beaucoup de pétrole. Et le cessez-le-feu va se terminer demain et Donald Trump a dit qu'il ne va pas le renouveler, autrement dit, soit il y a un accord, soit il ne sera pas renouvelé. C'est-à-dire, s'il n'y avait pas de mouvement militaire, tu dirais peut-être que ce n'est pas vrai, mais non, ils observaient dans des mouvements, et des avions, et des avions, et des avions. Donc tout ça, c'est vraiment en train de s'accumuler, et je ressens même que les Iraniens voudraient cela, comme s'ils cherchaient à ce que cela s'intensifie encore plus. Je pense qu'ils n'ont pas grand-chose à perdre. Bien sûr, ils n'ont rien à perdre. Donc tu dis qu'on va regarder les cartes en main, non ? Quels sont les atouts des États-Unis ? Les cartes des États-Unis seraient donc de mettre fin au pétrole de l'île de Kharg, n'est-ce pas ? Ce serait finir avec quoi d'autre ? Parce qu'ils ont déjà fini avec la marine, ils ont terminé tout le sujet. Eh bien, une bonne partie des rampes de lancement, même s'il y en a eu de plus en plus, n'est-ce pas ? Plus ou moins la même chose. Les services de renseignement disent donc déjà que ce n'était pas toutes les rampes de lancement, comme on l'a dit au début, que 80%, je ne sais pas quoi, non, à peu près la moitié. Supposément, je ne dis pas non plus que c'est facile de créer ce chiffre parce que, clairement, l'Iran a ce style de garder des choses cachées. Ce n'est clairement pas leur style et ils le montrent actuellement. Alors, la carte à jouer, c'est de les attaquer davantage, n'est-ce pas ? Ce serait ça, mais avec une conséquence très claire. Si jamais il y a une suite, l'étape suivante consiste à bombarder de nouveau, et la prochaine étape, comme ils le disent, c'est d'aller après tout ce qui concerne le raffinage, le pétrole, etc. des pays voisins. C'est-à-dire, l'étape suivante, c'est presque la guerre totale, ce qu'ils appellent la guerre ouverte, la guerre totale, ou comme vous voulez l'appeler. Donc oui, c'est très intéressant en termes de stratégie, parce que qu'est-ce qui rapporte le plus à un pays, n'est-ce pas ? Surtout, qu'est-ce qui rapporte le plus ? Régime, parce que dans ce cas, ce que les États-Unis mettent en jeu n'est pas grand-chose au sens économique réel et direct, mais indirectement. Oui. Et Donald Trump, ce qu'il risque, c'est de ne pas avoir de soutien pour les élections de... Mi-mandat, eh bien, je ne vois pas comment il va résoudre cela. Les élections sont beaucoup trop proches. Il ne reste que quelques mois et si cela penche totalement du côté des démocrates, eh bien, ils décideront d'une procédure de destitution. Eh bien, et un autre sujet, c'est ce qui se joue pour l'Iran, mais c'est-à-dire, qu'est-ce qui est en jeu pour eux ? Ils jouent la survie même du régime, c'est pour ça que c'est compliqué, parce qu'ils risquent en fait tout. Donc, c'est pour ça qu'on dit cette phrase qu'ils n'ont rien à perdre, parce que soit ils perdent complètement tout le régime, il s'effondre, il disparaît, soit ils survivent avec ce genre d'attitude. N'est-ce pas ? C'est-à-dire, bon,
Oui, c'est difficile. Maintenant, passons, nous allons aborder un autre sujet également important. Je souhaite d'abord saluer Miguel Martin. Merci beaucoup Miguel pour ce super chat. Nous t'en sommes reconnaissants ainsi qu'à la communauté qui est membre de la chaîne et qui nous soutient de cette manière. Merci à tous les abonnés et à ceux qui ont mis un j'aime. Merci beaucoup. Sinon, aidez-nous en mettant un j'aime, partageant. C'est super important. Salut Walter Caribel et toute la communauté en direct. Un grand merci d'être ici avec nous. Francisco, comment vas-tu? Salut à toute la communauté, surtout aux nouveaux. Merci à Roble. Comment allez-vous? Bonne santé à tous. On démarre la discussion maintenant. D'accord? Aujourd'hui, discutons, mais il reste de nombreuses informations. Allons donc dans le détail. Avant de revenir au sujet, donc à propos de l'Iran, passons à d'autres sujets importants. Des scientifiques ont découvert qu'il existe une série de bactéries assez résistantes, de ces bactéries qui possèdent certaines caractéristiques. Elles ont la capacité de nuire aux personnes, aux êtres humains, et elles se trouveraient chez certains types d'animaux qui pourraient être relativement proches. Allons-y. Des scientifiques ont détecté une bactérie, en particulier celle qui les inquiète le plus, la Klebsiella pneumoniae, qui se trouve chez les renards roux, mais aussi chez les oiseaux sauvages. Je pense que la présence chez les oiseaux a surtout déclenché l'alerte mondiale. Cela concerne la propagation de ces bactéries. Des bactéries dont ils n'avaient d'abord pas déterminé qu'il était possible qu'elles se propagent de cette manière, et cela les inquiète beaucoup. C'est un problème, ça n'a par exemple hospitalier, non? Tu vois, bon, tu sais, dans certains hôpitaux, il est très courant qu'il y ait des superbactéries, etc., etc. Aussi, dans les fermes, par exemple, on va dans certains endroits. Tu vois? Eh bien là-bas, il y a des superbactéries. Il faut donc faire très attention, etc., etc. Surtout les personnes avec une faible immunité ou les personnes qui y travaillent, etc., etc. Non mais... On fait des recherches et ils développent de nouvelles méthodes pour attaquer ces superbactéries sans causer de problèmes à l'humain. Mais dans cette recherche, menée d'ailleurs dans le nord de l'Italie, on a pratiquement analysé des centaines d'échantillons. Je crois qu'il s'agit de 500 échantillons d'animaux sauvages entre 2020 et les années suivantes, et c'est ce qui est en cours. Eh bien, même s'ils ont trouvé très peu de cette bactérie, celles qu'ils ont réussi à trouver étaient en fait résistantes ou multirésistantes à plusieurs types d'antibiotiques. Et cela est évidemment très dangereux. Ils ont également identifié des résistances même à ce qu'ils appellent des antibiotiques critiques pour la médecine humaine, qui sont donc des super antibiotiques, ce qui augmente évidemment le risque. Si quelqu'un est contaminé par ces bactéries, il n'y a pas de remède. Il faut se rappeler qu'avant les antibiotiques, pour les humains, une coupure pouvait autrefois signifier la mort, non? Comment ces bactéries arrivent-elles? Principalement par contamination liée aux déchets et aux médicaments présents dans l'eau et les sols du fait des activités humaines. Les animaux ont attrapé ces bactéries et maintenant elles sont devenues vos superbactéries parce qu'ils ont été en contact avec des choses que nous avons aussi faites. Donc c'est de ça qu'on parle. Qu'ils peuvent propager les superbactéries, pour ainsi dire. Non, les animaux ont attrapé ces bactéries à partir des déchets et elles ont évolué en eux, oui? C'est ça, c'est le facteur qui fait qu'elles évoluent. Oui, disons que ces bactéries sont devenues résistantes au plastique, à beaucoup de choses, non? Parce qu'elles sont dans la terre, dans les déchets, les animaux les attrapent, elles continuent d'évoluer en eux. Et en plus, l'animal, comme nous avons utilisé ce mot que nous avons appris pendant le Covid, ils deviennent des réservoirs, des animaux, des réservoirs. Et bon, à un moment donné, non. Cela peut finir par contaminer un être humain. Eh bien, selon l'étude, la grande conclusion à cela est que les superbactéries circulent silencieusement partout sur la planète. C'est-à-dire qu'elles ne se trouvent pas seulement dans les hôpitaux ou dans certains endroits, mais qu'elles circulent dans de nombreux lieux, même loin des villes. Et ce qui inquiète, c'est qu'il n'y a aucun contrôle. Au moins dans les hôpitaux, il y a un certain contrôle dans les endroits où ils pensent qu'il pourrait y avoir des superbactéries. Eh bien, cela se répand plus que ce que j'avais pensé, du moins c'est ce que suggère cette étude. C'est une étude, j'insiste, scientifique, qui est en cours de développement. Et donc, évidemment, il faudra attendre que d'autres scientifiques analysent ces informations, examinent les oiseaux, examinent les renards, et peut-être d'autres types d'animaux pour voir si cela se produit aussi dans d'autres régions du monde.
J'imaginerais que oui, mais évidemment ce n'est qu'une opinion. Il devrait faire cela. C'est d'ailleurs publié dans la revue Frontiers. Elle s'appelle Frontiers. Qu'est-ce que c'est? Cette revue Frontier in Microbiology, non? C'est bien pour ceux qui sont sûrement biologistes ou qui travaillent dans ce domaine, ce sujet va les intéresser. Voilà maintenant la partie vraiment scientifique, non? Cela ça a été publié tout récemment, le 15 avril 2016. Cela ne fait pas longtemps que l'étude a été publiée, donc il est très probable que certains ne le sachent pas, n'est-ce pas? C'est-à-dire que le sujet leur est échappé. Je dis juste que l'article est vraiment tout récent, c'est juste pour qu'on se fasse une idée. L'article n'a que 338 vues pour l'instant. Non, c'est-à-dire, et nous sommes l'un d'entre eux. C'est-à-dire, nous avons vu l'article. C'est-à-dire, il n'a que ça, c'est tout. Disons qu'il y a dans le monde 338 personnes qui ont vu cet article, à part les scientifiques. C'est-à-dire, juste pour qu'on voit que l'information est fraîche, toute fraîche. Vous pouvez le télécharger si vous voulez, je vous donnerai le lien. Enfin, il va vous le donner, n'est-ce pas, même si vous ne le voulez pas. Voilà le lien pour vous. Surtout parce que je sais qu'il y en a plusieurs parmi vous qui sont professeurs en biologie, qui sont experts dans le domaine, etc. Bon, je vous laisse la publication ici. Là, vous pouvez télécharger le document, l'analyser, etc., etc. Vous savez déjà quoi faire. Alpha, comment va Gabriel? Comment il va? Salutations à toute la communauté. Bienvenue à tous ceux qui arrivent, merci beaucoup. Passons à d'autres sujets également importants. Merci Judith Brzezinski-Telex. Je crois qu'Israël a invité Netanyahou aux célébrations officielles à l'occasion du 70e anniversaire de la Révolution de 1956 et que Netanyahou a accepté. Vous avez mentionné que nous allions redemander l'adhésion à la Cour pénale internationale, laquelle a émis un mandat d'arrêt contre Netanyahou. A-t-il vraiment invité le Premier ministre israélien? Alors, comment concilier cela avec votre volonté de réintégrer la CPI? Netanyahou vient ici et sera arrêté. Merci pour la question. J'ai échangé avec de nombreux dirigeants, premiers ministres ou présidents. Aujourd'hui, je parlerai peut-être aussi avec le Premier ministre du Canada. Demain, je verrai le président de la Serbie et j'ignore combien d'autres dirigeants je contacterai. Sans exception, je les ai tous invités de la même manière au 70e anniversaire de la Révolution de 1956 qui se tiendra en Hongrie. Ce sera une célébration que nous voulons commémorer dignement. J'envoie également un message d'ici au directeur général de l'Opéra, qu'il ne loue pas l'Opéra à ses amis, parce que nous voulons y organiser un événement important, un événement d'État. Monsieur le directeur général, que cela soit digne du 70e anniversaire de la Révolution de 1956, de l'anniversaire. Mais un document officiel sera également envoyé à ce sujet. J'ai aussi été clair avec le Premier ministre d'Israël. Nous ne faisons pas marche arrière parce que, mes collègues ont examiné la question. Et nous pouvons encore empêcher le retrait jusqu'au 2 juin car c'est la ferme intention du gouvernement TISA d'arrêter cela et que la Hongrie reste membre de la Cour pénale internationale. Donc je pense que je n'ai trompé personne sur quoi que ce soit. Eh bien, c'est une partie importante de ce qu'il dit. Donc le gagnant des élections en Hongrie. Parce qu'il faut se rappeler que Viktor Orban, un personnage nationaliste pro-russe d'extrême droite, est battu. Il est aussi de droite, mais moins extrême et plus axé sur la démocratie. Il affirme que nous resterons membres de la Cour pénale internationale. Et si Netanyahou ou Poutine viennent en visiter la Hongrie, ils seront arrêtés. C'est aussi simple que ça. Non, c'est un sujet important. Ils seraient arrêtés seulement pour crimes de guerre. Je veux dire, pour clarifier cette question, la Hongrie ne s'en va pas non plus parce que, en plus, il avait promis qu'il continuerait à en faire partie. De la Cour pénale internationale? Il précise qu'ils continueront à faire partie de la Cour pénale internationale, alors qu'ils allaient en être exclus suite à une décision qu'il avait prise. Il faut rappeler qu'Orban a invité Netanyahou en Hongrie où il s'est rendu. Cela a attiré l'attention car il faisait encore partie de la Cour pénale internationale. Mais bon, il a décidé d'ignorer cette raison, n'est-ce pas? Et il ne l'a pas arrêté, comme l'ont fait plusieurs pays, parce qu'en réalité, plusieurs pays ont décidé d'ignorer cela. C'est pareil avec Vladimir Poutine. Mais bon, c'est un sujet que ce président, ce premier ministre, n'est plus prêt à continuer d'ignorer. Bon, voilà pour ce sujet, passons maintenant à d'autres sujets importants. Il sera le Premier ministre parce que tout cela fait encore l'objet d'une procédure juridique.
Mais disons que lui, il commence déjà à établir plus ou moins son programme. Il prend des décisions. Il y a eu plusieurs problèmes là-bas parce que, par exemple, dans le gouvernement d'Orban, le ministre des Affaires étrangères s'est enfermé dans son bureau et il est en train de brûler des papiers. Et il y a énormément d'informations qui sont en train d'être perdues. Oui, nous l'avons mentionné. Oui, c'est complètement fou. Je veux dire, il est en train de brûler des choses là-bas. Quelles informations y avait-il qu'il ne veut pas que l'on voie? On sait que ce sujet concerne Rossi. Des informations des services de renseignement indiquent que de grands chargements d'armes et de munitions sont en route vers l'Iran. C'est un sujet qui, évidemment, montre qu'il y a des préparatifs des deux côtés. Les États-Unis d'un côté et de l'autre, l'Iran se prépare à un conflit plus ouvert. La tension a évidemment augmenté, surtout en voyant que les services de renseignement avertissent au moins de cela. Non. Selon ce qui est rapporté à Washington, il prépare des opérations navales pour stopper les envois militaires vers Téhéran. Des envois qui pourraient venir de pays simplement amis, mais il y a tout de même des limites. C'est-à-dire, on peut faire certaines choses, mais par exemple, la mer Caspienne, là c'est la Russie et l'Iran qui contrôlent. Donc là-bas, si des armes arrivent par la mer Caspienne, je ne peux rien faire. Ce serait très compliqué de faire quoi que ce soit avec ça. Malgré le cessez-le-feu apparent, la tension ou la pause semble plutôt servir à créer ou préparer davantage de conflits. L'armée américaine se prépare déjà à intercepter des navires dans les eaux internationales. Cela pourrait provoquer un conflit plus important. En fait, le navire qui a été arrêté. Oui, il transportait des armes. Il transportait et transportait des matériaux, c'est-à-dire il transportait des produits ou des matériaux qui peuvent avoir un double usage. Parfois, il disait « Écoute, ce sont 3000 micro-ondes. » C'est bizarre, non? Pour dire quelque chose, non? Oui. Sauf que de ce micro-ondes, on extrait une pièce qui va dans un missile qu'ils ne peuvent pas fabriquer, qu'ils n'ont pas la capacité de fabriquer. Mais écoute, si j'achète ces micro-ondes, j'ai vu qu'ils ont ces pièces dont j'ai besoin pour construire un missile ou pour construire n'importe quoi. Donc voilà, c'est comme ça qu'ils font ces achats à double usage dans différents pays du monde et ensuite ils les envoient sur des bateaux fantômes. Donc sur ce bateau fantôme que les États-Unis avaient intercepté, ils ont pu découvrir cette situation qui est très pertinente. C'est pour ça qu'ils ont essayé de s'enfuir. C'est pour ça qu'ils fuyaient. Exactement. Parce que pendant 6 heures, ils ne s'arrêtaient pas, ils ne s'arrêtaient pas, et on leur disait d'arrêter parce qu'on allait les attaquer, jusqu'à ce qu'à un moment donné, ils tirent un missile de précision sur la salle des machines et rendent le navire inutilisable. C'est le pétrolier. Enfin, ce n'était pas un pétrolier, c'était un cargo, non. Un cargo auquel, ils ont littéralement fait un trou. Oui, peut-être. Je veux dire, j'ignore comment fonctionne ce missile, mais il n'a pas explosé. S'il ne le coule pas? Il ne le coule pas, mais il laisse simplement un trou et, il le rend inutilisable. Les moteurs ne fonctionnent plus. Maintenant, la procédure sera progressive selon ce qui est annoncé. D'abord, on avertit par radio, puis on procède à une inspection, évidemment forcée. Sans coopération, il ne passe pas. Avec, il vérifie tout. Et s'ils trouvent quelque chose d'illégal, évidemment, ils vont le saisir. Maintenant, cela montre que la Russie s'intéresse à la stratégie visant à ce que l'Iran continue. C'est-à-dire qu'ils misent sur la continuité parce qu'au final, ce sont ceux avec qui ils ont fait des affaires depuis très longtemps. Exactement. Cela signifie évidemment que nous allons continuer à avoir des tensions dans cette mer, n'est-ce pas? Et que cela complique énormément aussi les négociations. C'est ça. Bon, passons à d'autres sujets également importants. Il y a une nouvelle vraiment folle, non? Sincèrement. C'est vrai, je ne sais pas. Grossi est incroyable. Oui, en fait, c'est, disons, l'une des choses qui continue de fonctionner à l'ONU, non? L'AIEA, cet organisme, c'est l'organisme nucléaire de l'ONU. En gros, celui qui s'occupe des risques nucléaires. Raphaël Grossi fait une révélation énorme dans laquelle il avertit que jusqu'à 20 pays pourraient en chercher à développer une bombe atomique. C'est-à-dire 20 pays qui ne possèdent pas d'armes nucléaires envisageraient d'en avoir. Autrement dit, la question de l'Iran n'est qu'un exemple, mais on ne sait pas combien d'autres pays sont déjà en train de se préparer à posséder des armes nucléaires. Oui, il l'a déjà dit, on ne parle pas que de pays, la Corée du Nord, la Corée du Sud y pense, et plusieurs pays européens l'ont mentionné. Parce qu'il semble que les armes ne suffisent pas.
Au bout du compte, la guerre de la Russie, la guerre de l'Iran, eh bien, elles ont montré qu'à tout moment, on peut perdre beaucoup de territoire, totalement. Et que même tes propres alliés peuvent te trahir, c'est ça le pire. Le pire, C'est la pire et la plus grande leçon qu'on ait tirée ces dernières années. Quand tu te rends compte que le Big Brother, pas le grand frère pour ainsi dire, pas le plus puissant en théorie et tout ça, eh bien il peut aussi tout d'un coup avoir envie de te prendre une toute petite île, n'est-ce pas? Comme au Groenland, les Européens réalisent « mince, que faire? On ne peut rien faire ». Alors je dis, en tout cas, la France a des armes nucléaires, mais elle ne va pas les utiliser pour le Groenland. Mais tu te dis, ces pays, s'ils le voulaient, ils ont facilement l'argent et la capacité technique pour fabriquer des armes nucléaires sans problème. Ou non, ils n'ont aucun problème pour ça. Ils disaient, on fait confiance à notre pote, notre ami, notre grand frère, mais pas économiquement, tout ce que tu veux. Nous comptions sur eux pour nous protéger, etc., etc. Maintenant, non seulement il n'y a plus de protection, mais il peut aussi t'intimider quand il veut. Pour ainsi dire. Donc ce que dit Raphaël Goros est vraiment incroyable. exactement. Un monde avec 20 puissances nucléaires ou plus serait extrêmement dangereux. Il dit que c'est sa plus grande crainte. C'est ce qu'il a reconnu aujourd'hui. C'était une interview qu'il a donnée au Télégraphe, un média anglais, et il a donc lancé cet avertissement, n'est-ce pas? Eh bien, fondamentalement, plus de pays considèrent que c'est une nécessité parce que si un pays dirigé soudainement par un dictateur veut m'envahir, la seule façon de me protéger, c'est d'avoir des armes nucléaires. Et le meilleur exemple, c'est l'Ukraine. L'Ukraine avait des armes nucléaires. Oui, elle les a remises car les États-Unis et la Russie devaient la protéger, mais tous deux ont détourné le regard. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai entendu ces petits potins qui sortent lors des négociations. On a interrogé les États-Unis lorsqu'ils négociaient avec l'Iran. Oui, lors de celle du week-end dernier. Pardon, la semaine dernière qu'ils allaient respecter l'accord avec l'Iran, tout comme ils ont respecté celui de Bucarest avec l'Ukraine. Voilà le problème. Si tu ne respectes pas tes accords, les autres pays doutent et se demandent ce qui leur garantit que tu tiendras parole. Oui, c'est compliqué. En plus, les politiciens changent et ils servent aussi d'autres récits à leurs partisans. Et ça aussi, ça rompt ou trahit des accords de longue date. Donc c'est vraiment grave. Passons à d'autres sujets. Merci beaucoup à tous ceux qui mettent un j'aime sur la vidéo. Un grand merci à ceux qui la partagent. Nous sommes sur Telegram, WhatsApp et d'autres réseaux pour que vous puissiez nous suivre et recevoir les notifications de nos directs. Regardez, en changeant de sujet, il y a un navire iranien que les États-Unis ont saisi et qui, selon eux, aurait des liens avec la Chine. Selon l'analyse des données de transport maritime réalisée par Newsweek, le navire iranien aurait, selon eux, ces liens. Non, avec. Eh bien, essentiellement avec les Chinois. Exactement. Il parle du navire de Tuska et donc, eh bien, celui-ci serait celui d'hier, non? En gros? Et nous espérons que toutes les parties concernées adopteront une attitude responsable, respecteront l'accord de cessez-le-feu et éviteront une escalade des tensions. C'est ce qu'a commenté le porte-parole de la Chine, Wang Yankun. C'est bien. Tout discret, tout discret. Mais ils sont là, ils mettent leur grain de sel à chaque fois qu'ils le peuvent. Chaque fois qu'ils le peuvent, oui. Il y a beaucoup de soutien. En réalité, la Chine, beaucoup disent non, mais ils n'agissent pas. Pourtant, ils le font. Ils fournissent du renseignement, ils fournissent des armes, et ce sujet-là, eux, ils pourraient très facilement l'arrêter. L'Iran ne le fait pas parce que ça les arrange. Ça les arrange et le pétrole aussi les arrange, car il y a là-bas une quantité énorme de pétrole. Maintenant, un autre sujet qui attire aussi l'attention et qui doit être vu avec la carte, parce que c'est là qu'on va comprendre un peu mieux cette situation. En entrant en Iran et chez son voisin à l'ouest, l'Irak, ils ont une série de, disons, milices, surtout dans la partie sud. Ils ont des milices qui sont pro-iraniennes, qui sont petites. Et maintenant, ces milices, au moins l'une d'entre elles, ont déjà lancé une menace d'avoir, selon eux, des armes plus avancées qu'elles utiliseront, disent-ils, contre des cibles des États-Unis. Un sujet qui était déjà prévisible dans le sens où il faut se rappeler. Les États-Unis ont commencé à évacuer l'Irak.
C'est-à-dire, l'Irak est une zone dans laquelle les États-Unis opèrent parfaitement. Ils leur achètent des choses, leur vendent, etc. En fin de compte, l'Irak a été envahi. En théorie, ils ont toujours eu une bonne relation, même davantage sur le plan militaire d'ailleurs. Et ils ont déjà commencé à se retirer petit à petit. Mais cette fois-ci, il est frappant qu'une organisation armée appelée Saraya Awilia al-Dan ait déclaré qu'elle serait prête pour une guerre prolongée. Et ils avertissent qu'ils vont intensifier leurs opérations dans la région à partir de maintenant. Autrement dit, la vie devient déjà plus compliquée pour les Américains dans cette zone. D'ailleurs, j'insiste, ils ont évacué non seulement les diplomates, les militaires, même s'il en reste encore dans certaines zones en opération, mais aussi les contractants américains. En fait, en ce moment, on peut dire que c'est une zone compliquée. Honnêtement, si tu es étranger et que tu vis là-bas et qu'on peut te confondre avec un Américain, eh bien tu cours un risque, évidemment. Donc l'Irak est en train de s'iraniser, pour ainsi dire. Alors faites attention à cela. En plus, il va y avoir des élections et l'un des favoris est pro-Iran. Donc, eh bien, ce serait une autre perte possible si cela devait continuer. Il me semble plus probable que l'Irak s'iranise et que le conflit continue. Donc, et surtout en pensant au fait que tu as celui qui dirige en ce moment. Pour les Iraniens, ce n'est pas Mojtaba Khamenei, car il ignore même où il est. Donc, lui, il sait. Oui, c'est ça, il est conscient. Ce n'est pas Abbas Araghchi. Évidemment, ce n'est pas non plus lui, et encore moins le président iranien, même pas dans ses rêves. Celui qui est aux commandes. C'est-à-dire, c'est un personnage très radical, c'est un militaire de la garde révolutionnaire, le chef de la garde révolutionnaire. Celui-ci n'est pas là. Passez-moi l'image encore une fois pour que je l'ai ici et que je puisse la mettre à l'écran afin que ce soit clair. Bon, allons-y tout de suite pour voir. Ce personnage, c'est lui qui opère. Les milices, il est chargé d'être en contact avec toutes les milices de la garde révolutionnaire et avec la force Quds. C'est comme ça qu'il mène les guerres par procuration. Alors, eh bien, si maintenant celui qui dirige complètement l'Iran, c'est ce personnage. Évidemment, il a la capacité de faire pression par l'intermédiaire d'autres pays et de milices qui sont entraînés et armés par eux. Et elles vont faire ce qu'ils veulent sans avoir de problème, parce qu'ils vont dire « Nous, on est partis, ce ne sont pas les nôtres, ce n'est pas notre armée, non, au final, ce ne sont pas les autres, n'est-ce pas ?» Et ça, ce sujet aussi. Eh bien, ça attire l'attention sur ce qui se passe là, sur ce sujet. Certificat, on y va? Sí, de una vez, sí, sí. Vamos a eso. Eh bien, nous parlons de ce monsieur, le chef du corps de la garde révolutionnaire islamique d'Iran, qui est lié à l'idéologie la plus extrême et la plus centrée sur l'Occident des Iraniens. C'est cet individu qui est ici, qui a d'ailleurs cette marque qu'il a là sur le front, dont nous avons déjà parlé. Ce que vous voyez ici est un cal qui se forme chez ceux qui sont ultra religieux, qui se mettent ainsi au sol. Paix. Ce n'est pas qu'ils se baissent, ils se mettent au sol si souvent qu'une marque comme un cal apparaît. Ce n'est donc pas un grain de beauté. Regardez, beaucoup des Iraniens les plus extrêmes ont cette marque. C'est une marque qui montre, en gros, à quel point tu es radical. Ils portent presque toujours une casquette, vous l'avez peut-être remarqué. Je vais voir si je trouve une image de lui avec une casquette, mais vous allez mieux l'identifier comme ça. Pourquoi ? Parce qu'il apparaît toujours avec une casquette, il porte toujours une casquette. C'est pour ça que parfois c'est compliqué. Mais explique-nous comment ça se passe. Eh bien, ce personnage est considéré au sein du groupe d'élite comme le plus radical, l'un des plus radicaux, et cela évidemment est un avertissement assez fort. D'ailleurs, Ahmadinejad, il a été impliqué dans cet attentat en Argentine. Il fait partie des personnes qui ont participé à la préparation de cette attaque terroriste et il a un passé assez sanglant. Il a ôté de nombreuses vies et il parie en plus. Il croit fermement au mot d'ordre « mort aux États-Unis ». Un personnage fort, très dangereux. Antioxidant. Oui, très anti-occidental. Beaucoup le considèrent, ils l'ont aussi connu sous le nom de Qassem Soleimani. Ils le connaissent depuis avant, ce Soleimani. C'est un vétéran commandant de la force Al-Quds, également de l'unité d'élite iranienne. Eh bien, ce personnage, d'après ce que l'on sait, représente l'aile militante de la République islamique.
Il est le prédécesseur de Qassem Soleimani et fait partie de la première génération d'agents iraniens qui ont des liens avec des groupes, des militants du Liban avant et après la révolution islamique. Selon des sources, il aurait été formé dans des camps liés à des factions palestiniennes et libanaises dans le sud du Liban, ce qui contribue en partie à l'alliance avec le Hezbollah. Pour lui, cette alliance est très importante. C'est pourquoi on les voit constamment se battre pour qu'on arrête d'attaquer le Hezbollah, parce qu'ils ne sont pas prêts à les abandonner. Et les analystes ainsi que les gouvernements occidentaux ont lié Guidi à certains attentats plus violents, meurtriers, qui ont été soutenus par l'Iran. C'est-à-dire que ce n'est pas directement eux, mais ce sont les groupes qu'ils soutiennent. Non. Ce sont les groupes. Pardon. Voilà. Celui-ci. Eh, C'est comme ça. Ce personnage donne des ordres pour entraîner ou le fait lui-même, et il entraîne aussi des groupes ailleurs. Il a cette idée de s'étendre par la guerre, essentiellement, et des guérillas et ce genre de choses. Parmi, disons, son parcours, il y a un attentat qui a eu lieu à Beyrouth en 1983 où 241 militaires américains ont perdu la vie. Une attaque contre la tour à Jarro Karoba, là-bas en Arabie Saoudite, en 1993. Un attentat contre l'ambassade des États-Unis au Yémen en 2008. Et donc, c'est un personnage. Oui, La pire branche, c'est-à-dire, c'est ce qui a généré le conflit. C'est-à-dire que la pire branche des Iraniens, le plus fou, disons, c'est celui qui finit par diriger le pays. Donc c'est compliqué. Comment vont-ils sortir maintenant pour protester, ceux qui étaient déjà en train de s'organiser? Le peuple s'organise pour protester et demander des changements. Maintenant, comment vont-ils sortir, manifester avec cet individu-là? Ils ne vont pas sortir, ce sera plus compliqué. Là, la situation est vraiment grave, rien d'autre. eh bien, ce personnage est en plus fortement sanctionné aussi bien par les États-Unis que par l'Union européenne. Et puis, on sait aussi qu'il a été impliqué dans le coup porté contre les personnes qui manifestaient, où l'on estime qu'au moins 30 000 Iraniens ont perdu la vie. C'est une affaire terrible, mais bon, voilà comment progresse ou évolue, disons, ce conflit. Pendant ce temps, en Russie, une Allemande a été arrêtée avec un sac à dos piégé. Cela attire l'attention. Une Allemande portait un sac à dos piégé, artisanal. Il y avait un attentat planifié. Cela, eh bien, attire l'attention. Que s'est-il passé là-bas? Quelle est la situation? Qu'est-ce que c'est? Eh bien, on voit que cette femme portait cette bombe, comme tu dis, qu'elle a fabriquée elle-même, destinée à une attaque contre la Russie. Cela s'est passé aujourd'hui, lundi 20 avril, il l'annonce. Apparemment, selon le FCDE, un citoyen d'un pays d'Asie centrale agissait sous les ordres de l'Ukraine. Eh bien, c'est ce qu'ils disent. Il a convaincu la femme, qui est née en 69, pour que vous puissiez calculer son âge. Son nom n'a pas été révélé, mais elle a participé à ce complot. Selon le service de sécurité, l'engin explosif de fabrication artisanale devait être placé très près d'une installation des forces de sécurité de la ville de Pitiasko, dans le Caucase. Oui, cela attire vraiment l'attention, franchement. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? Donc cela s'est passé en Russie, mais une femme allemande entraînée par des Ukrainiens, apparemment, c'est ce qu'ils disent. Ou bien non, Elle dit qu'un Asiatique l'a... un Asiatique l'a convaincue, et soi-disant, tout cela est organisé par les Ukrainiens selon eux. C'est ce que dit le service de sécurité russe, c'est-à-dire le renseignement. Donc le renseignement russe dit que cette dame allemande a été convaincue par un Asiatique, et que l'Asiatique aurait été convaincu par des Ukrainiens, donc on en est là. C'est très étrange. Honnêtement, tout ça, on ne va pas... Enfin bon, on verra bien ce qu'on saura. Oui. Ce n'est pas compliqué, mais bon, au final, comme c'est une femme allemande, l'Allemagne demande des informations. Nous verrons si les Allemands eux-mêmes, qui ont aussi leur service de renseignement, arrivent à faire le lien, à voir si cela est exactement lié à ça ou à d'autres groupes, n'est-ce pas? Mais bon, le sujet est curieux. Nous verrons ce qui sera dit plus tard. En attendant, passons à d'autres sujets importants. Il va encore y avoir une réunion entre le Liban et Israël, et c'est un sujet intéressant, parce que si je ne me trompe pas, ce sera ce jeudi prochain. Eh bien, il va y avoir une réunion encore une fois à Washington d'ailleurs. Parce que Donald Trump veut gagner sa petite étoile pour la prochaine guerre terminée. Bon, il l'a déjà mise, mais la guerre n'est pas terminée. Ils vont sûrement rapporter que eux, le Liban, va se réunir à Washington avec Israël pour avoir une deuxième réunion, des négociations pour parvenir à la paix.
La question est, c'est que là, il faudrait aussi voir comment ils peuvent agir ensemble tous les deux pour agir contre le Hezbollah. Le problème du Hezbollah, c'est que c'est un groupe radical paramilitaire, mais qui en même temps fonctionne aussi comme un parti politique. C'est-à-dire, ils ont aussi des politiciens de ce groupe à l'intérieur même du Liban. Alors, comment tu combines ça? Parce qu'ils sont à l'intérieur, ils sont dans le pays. Donc cette partie-là aussi doit être difficile. Exactement. Elle dit que l'idée, c'est que celui qui dirige la délégation du Liban, c'est Simon Karam, qui est un vétéran. La question diplomatique est très importante. Il a beaucoup d'expérience. Elle a eu certaines conversations à Washington avec Israël en 92 et 93. Et donc, ce sera le personnage qui sera ce jeudi prochain à la table face à face avec Israël. Un sujet qui est très difficile, comme l'a commenté Pépé, à résoudre, parce que c'est un tiers qui génère le problème. Exactement, exactement. Eh bien, c'est une partie de ce qui se passe dans la région. Au fait, il y a aussi une autre affaire qui attire l'attention et qui est maintenant confirmée, car j'ai eu cette information aujourd'hui. Je l'ai mentionné en fait, mais bon, il manquait encore des détails. On ne savait pas que dans cette zone du détroit d'Ormuz, plutôt vers le golfe d'Oman, dans cette région, de nombreux navires iraniens ou d'origine iranienne avaient été arrêtés par les États-Unis. Maintenant, on sait qu'il y en a eu 27. C'est-à-dire, cela est maintenant confirmé, ce chiffre avait été avancé, mais il manquait encore la confirmation complète. Et donc, ici, ils ont été arrêtés. Autrement dit, on a demandé à 27 navires de faire demi-tour, et allons-y. Ils ont interdit à tout navire à destination de l'Iran ou en provenance d'un port iranien de partir. En gros, ce n'est pas comme ce qui s'est passé avec le cargo Tusca. Bien sûr, le cargo Tusca, on lui a tiré dessus. N'est-ce pas? Pourquoi? Parce qu'il ne s'est pas arrêté pendant 6 heures. Alors à un moment donné, il allait de s'échapper, et ils ont dit, on va en finir avec lui, et bon, pas le couler, mais l'arrêter, non. Ça aussi a attiré l'attention, non? Que savez-vous à ce sujet? Comment ça avance de cette affaire? Concernant les interventions, il y a eu 27 embarcations, comme tu dis, qui ont dû faire demi-tour et revenir. D'accord. Et bon, c'est un sujet dont on a déjà beaucoup parlé, ça n'aide évidemment pas les négociations, bien sûr. Et aujourd'hui, d'ailleurs, Donald Trump a dit qu'il ne va pas se laisser mettre la pression pour conclure un mauvais accord. Il dit « Nous avons tout le temps du monde ». Il dit que le temps, ça ne le presse pas, il n'est pas pressé de conclure l'accord tout de suite, donc en théorie, il n'acceptera pas n'importe quoi. On verra si cela se réalise. Il a bien clarifié ce scénario, n'est-ce pas? Qu'il ne pense pas accepter n'importe quoi que l'Iran lui propose, qu'ils offrent. Et il dit « Moi, si aucun accord n'est trouvé, j'attendrai simplement ». Eh bien non, il n'a pas non plus prévu de prolonger le cessez-le-feu comme nous vous l'avons dit il y a un instant, d'accord? S'il n'y a pas d'accord, c'est-à-dire que si mercredi il n'y a rien, demain mardi, je ne sais pas, si demain mardi il n'y a rien, la guerre reprendra alors, n'est-ce pas? Nous verrons probablement une guerre active jusqu'à ce qu'on parvienne à l'accord que veut Donald Trump, ce qui est un sujet très compliqué parce que l'Iran ne veut rien accepter qui laisse entendre, même légèrement, qu'ils ont perdu et Trump évidemment non plus. Bon, le sujet est compliqué. Passons à autre chose, passons aux commentaires. Comment allez-vous? Comment ça s'est passé? Merci de nous accompagner. On va se mettre ici avec la carte au cas où il y aurait quelque chose à montrer. Un instant. Ah, nous y sommes. Super, merci beaucoup de nous accompagner, merci beaucoup pour vos commentaires, et écoutez, j'aime bien vous demander de temps en temps d'où vous nous regardez, dans quel pays ou dans quelle ville vous êtes. Merci à ceux qui nous suivent depuis les États-Unis. Qu'ils nous regardent en Floride, ici à Mexico, aussi à Monterrey. Un grand merci à tous ceux qui nous regardent dans toutes ces villes, à Chicago d'ailleurs, aussi dans l'Utah, et ceux qui nous regardent en Europe, évidemment. Non. En Espagne et dans d'autres parties de l'Europe, un grand merci. Maintenant aussi au Moyen-Orient, non, ils sont déjà plusieurs là-bas. Plusieurs. Qui apparaissent là-bas, non? Nous avons aussi quelqu'un de Suède aujourd'hui. Et la Suède, oui, qui commentait, je ne me souviens plus du nom de famille, mais bon, merci beaucoup de nous regarder. Merci, un énorme salut, merci beaucoup. Oui, salutations à Rublox, comment vas-tu? À Francisco Arce, Walter Osorio, Femendez, vous êtes aussi là. Salut, Emma Andrade, Roble, dit, si je ne commande pas, je m'endors. Salutations. Salutations à José Manuel Roman qui nous regarde depuis le Venezuela et aussi à MT qui dit « Tout ce temps, ils ne font que s'armer de plus en plus des deux côtés, n'est-ce pas ?»
Les deux parties sont chaque jour plus armées. Les États-Unis ont plus de soldats dans la région. Donc, c'est un sujet vraiment, vraiment préoccupant, n'est-ce pas? Jusqu'où cela peut-il aller? Si je ne commente pas, c'est que je me suis endormi, pas que je m'endors. Si je ne commente pas, c'est que je me suis endormi. Ah, super, je comprends. Donc si tu n'as pas commenté, si tu veux dire que je dors, qu'est-ce qui s'est passé? Salut, Emma, 12h48 du matin. Rulos, José. quelle heure est-il? 12h48 du matin. Ah, d'accord, il est déjà tard là-bas. Oui, c'est l'heure de la folie. José Manuel, comment allez-vous? Salutations au Venezuela, salut MT, salutations. Et tout ce temps ne fait que pousser les deux parties à s'armer de plus en plus chaque jour. Exactement. Oui, notre boule, où devraient-ils être attentifs? C'est au Cachemire, bien sûr. Il en faut très peu, quelque chose de très grave pourrait arriver et relancer un conflit entre le Pakistan et l'Inde. Eh bien, pour le moment, ils se comportent bien. Je crois qu'ils l'ont même arrêté avec l'Afghanistan. Ils ont eu des discussions et on n'a plus parlé du sujet, donc bon, je suppose que ça s'est arrêté. La guerre continue car la paix n'est pas encore clairement établie, n'est-ce pas? Mais il y a un cessez-le-feu. C'est un cessez-le-feu, Le vrai jeu? n'est-ce pas? Aussi, un énorme salut, il dit. La carte est à l'envers. Ah, Tu as raison. Oui, c'est vrai. Regarde, il fait attention. je veux bouger. Qui c'était? Ah, Francisco. Ah, il fait vraiment attention. Les autres, pas du tout. Hein? Salutations à Jésus Salazar. Il dit salutations de Punta Cana. Salut Jésus. Bonjour à toi. Salutations à Ivan Montoya qui doit nous coûter cher, qui est membre à Guacato. Salutations. Salutations. Bonjour. Salutations à Ivan, Ben, Carlos Julio Pérez et Sri Pepe pour son travail. On reste informé. Merci beaucoup. Hier à Montevideo et aujourd'hui il fait froid au réveil. C'est fou, dit Carlos Julio. Non, le monde est déjà devenu fou, malheureusement. Oui, c'est vraiment fou parce que, en ce moment, on a un climat très... Très étrange. On porte une veste. Une veste, et une veste épaisse, pas n'importe quelle petite veste. Il a vraiment fait froid avec... comment on appelle ça? Je veux dire, il fait froid en plus avec de l'humidité et du vent. Donc ça rend les choses encore plus folles. Oui, salutations à Yo-Yo. Comment vas-tu, Yo-Yo? Salutations à Génial, qui nous salue depuis l'Iowa. Et aussi salutations à Rublox. Et il y a aussi Francisco ici qui est avec nous. Salutations, salutations. Salutations aussi à Ben, que nous avons déjà salué, à Rublox, à Yo-Yo, à Raoul Sachs, à Gabriel Duran. J'affiche la carte. Je passe. Oui, tu sais, Gabriel Duran, comment vas-tu? Idée géniale, tant comment vas-tu? Très bien. Salutations à l'Iowa aussi, c'est super, tu vois. Merci à toute la communauté qui nous regarde dans ces régions du monde. Comment ça va là-bas? Salutations à Edicia Sendeño, à Caribel, comment vas-tu, Caribel? Et aussi salutations à... Salutations, salutations. Saludos. à Sandro, comment vas-tu, Sandro? Et pour ce qui est d'Israël, qui va payer pour ça? Dites Sandro, salutations Sandro. Salutations Sandro, comment vas-tu? Salutations à Annie, comment vas-tu, Annie? Dit Pépé, je sais déjà. Bonsoir à tous. Salutations, Annie. Dit Pépé, les États-Unis et Israël ont commencé pour qu'ils en finissent avec l'Iran. Salutations, dit-il. Salutations. Comment vas-tu, Neri? Ils ont attendu. Comment ont-ils attendu qu'ils en finissent avec l'Iran? Dit-il. Salutations. Salutations, Neri. Salutations, Neri. Très bien. Salutations jusqu'au Texas. Comment allez-vous, les gars, là-bas? Qui d'autre est-ce là-bas? Il dit, salutations. Non, je pense que Trump et ses ultimatums vont encore faire des leurs, dit-il. Eh bien, Ah, c'est-à-dire l'ultimatum. je vais lancer un autre ultimatum. Un autre encore, non? Oui. De l'ultimatum, non? C'est dingue. Ultimatums. Je ne sais même plus combien on en a eu, peut-être 3. Oui, ce n'est pas qu'ils perdent déjà, leur pouvoir, l'effet. Bien sûr, oui, oui, oui. Eh bien oui, ils lancent toujours des ultimatums, c'est compliqué. Je veux dire, oui, c'est difficile. Salutations à Carolingo, il dit « Mieux vaut un facho propre qu'un gauchiste sale. » Salutations, Carole. Salutations. Salutations à Maria Angelica. Comment vas-tu? À Adilson. Nous avons aussi ici, là, dit notre grand-mère. Le problème, c'est que la Chine essaie d'envoyer des lance-roquettes mobiles. Que je t'en ai parlé, oui, ça s'appelle le Manpat, je crois. Il y a plusieurs jours, en direct, et hier, il a été révélé que c'était secret dans plusieurs. On n'en a pas parlé ici. Oui, les radars et les autres sont portables. En fait, je crois qu'ils sont portés. Ils sont portés. L'une des vidéos. Des vidéos, oui, j'en parle depuis un moment. Salutations à Maria Elena Onofre, comment vas-tu? Salutations. Salutations à Octavio Fernandez, il dit « Comme nous sommes solidaires avec la paix mondiale en faisant tout notre possible pour que ça continue de s'aggraver, dit-il. » Salutations. Salutations à Panterita, qu'est-ce que tu fais, Panterita? Salut Panterita, quoi de neuf, ça va? Salut. Il dit « Est-ce que Trump veut tout le pétrole de la planète pour lui?
Il dit nord-sud. Comment vas-tu, Hernando? Salutations. Salutations, dit Pépé, en tenant bon depuis la Bolivie. Voilà, salutations. Salutations. Hernando, comment ça va? Comment vas-tu d'ailleurs là-bas? Salutations, dit Verderi. Salutations, les gars, on se voit, on part en tournée aux États-Unis. Il dit, ça me semble super. Ah, génial, Verderi, avec quel groupe pars-tu? Bonne chance, Verderi, que tout se passe très bien. Amuse-toi aussi. Je doute que ton travail soit amusant, c'est épuisant, mais peut-être un peu, non? Je suppose. Tu ne vas pas t'ennuyer, je pense. Salutations. Parfait, il dit. Bonne chance aux voyageurs. Super ambiance, merci et salutations à Mélena. Salutations à ta famille. Oui, celle qui dit que la résistance aux antimicrobiens est un phénomène écologique mondial. La faune sauvage et les oiseaux servent de vecteurs, pas de source. Le problème est anthropogénique et il est déjà hors de contrôle local. Exactement. C'est ce que dit la recherche, que les animaux sont infectés par les déchets, par des choses que, eh bien, si nous sommes capables de faire arriver les microplastiques jusqu'à l'Everest, alors il n'y a plus de limite. Et l'Antarctique aussi. Oui, et en Antarctique, pour que des microbes n'aillent pas se retrouver on ne sait où. Eh bien, salutations à Heidi. Heidi, comment vas-tu? Salutations. Salutations. Heidi. Ici à Monterrey, tu n'as pas eu de grêle? Oui, Heidi, tu n'as pas eu de grêle. Nous, oui, et en plus, ils ont vraiment abusé. Là, à Garzanzada, les personnes devant n'avançaient pas. Elles sont restées sous le pont bien tranquillement. Et nous, on était tous coincés. On ne pouvait pas avancer parce qu'ils se protégeaient de la grêle. Oui, non, mais vraiment. 2 ou 3 minutes, oui, ils se sont installés comme ça. Dis-moi qu'est-ce qu'il se passe? Tant pis, tu passes que sous le pont, mais tu avances. Vas-y, vas-y. Oui, parce que mais oui, ça nous est arrivé et on a eu la chance que mon frère nous a prévenus. 1 de 2 minutes avant que ça arrive. Il nous a prévenus et il nous a envoyé une vidéo montrant qu'il y avait une énorme grêle et il était tout prêt. Tu vois? Heidi vit vers Cumbres là-bas, il ne s'est rien passé. Non, c'était dans le sud. C'était ici dans le sud, tu vois. Imagine que mon frère était en direction de la route, pour te donner une idée, ou plus du côté de la route, et moi j'étais près du tech, alors il m'a prévenu et on voyait les nuages, tu vois. Elles arrivaient là sans cesse, puis j'ai vu l'image et dit « Ah, ça devient sérieux, ça arrive ». Alors je change de voie. Je me dis, bon, si ça arrive, je fais demi-tour et je rentre dans un VIH sur Garzanzada, qui a un toit. Et en effet, donc, l'application. On est resté là 15 minutes, vraiment pas tant que ça, mais ces 15 minutes, eh bien, ça retarde tout, non? Tout le direct, non? On est donc parti encore plus tard, non? Salutations, il dit, la Syrie est déjà libre. Il dit, celui qu'il faut libérer, c'est la salive, non? Il dit, salutations, Neri, bonjour. Comment ça va là-bas au Texas? Et oui, au final, il y a aussi, comment dire, eh bien, il y a aussi des choses intéressantes qui se passent au Moyen-Orient. Tout n'est pas négatif, non? C'est le sujet de la Syrie. Je veux dire, ce tournant qui a eu lieu, en vérité, ça a aussi été très intéressant. Y Et moi, je sens que soit ça se complique encore plus. En gros, c'est comme si on était à cette bifurcation où soit tout part en vrille au Moyen-Orient et ça va devenir encore plus compliqué, soit non. Et d'après ce que j'ai vu, au moins dans les rapports du Moyen-Orient, c'est comme s'ils voyaient que quelque chose de positif, je les trouve très calmes. Bien qu'il y ait eu de nombreux achats d'armes dans certains pays du Moyen-Orient, on dirait qu'ils se préparent au cas où, si jamais tout tourne mal, et ils essaient de donner l'impression qu'au moins, ils sont plus ou moins tranquilles, non? Et la nouvelle du corbeau, eh bien, celle des bactéries, des oiseaux, des renards et tout ça, non? Exactement, les bactéries et les oiseaux, non? Oui, c'est ça. C'est vrai, et parfois on est tous avec Zoé, tu vois que Zoé commence à plaire aux gamins. Oui. Elle commence à avoir du succès car un de nos enfants a dit « Oh, je veux écouter la musique de Zoé », ce qui m'a paru très étrange. Oui, ça nous a paru étrange. Parce que moi, Je vais sauter celui-là, c'est-à-dire dans les mix que j'ai des morceaux de Zoé, mais celui-là, je n'en ai pas beaucoup non plus, non. C'est-à-dire, il est apparu et j'allais le passer, je n'avais pas envie d'écouter Zoé à ce moment-là, et puis il nous a dit ça, et voilà, on l'a laissé, non. Et ça nous a paru étrange. ça m'a paru super étrange qu'ils le connaissent. Salutations, Assis. On aurait dit que tu le connaissais. Oui. Ah, dit Dario la Chilena, je crois que le juge décédé Nisman a dit que les attaques de l'Iran contre l'Argentine étaient une attaque sous faux drapeau. Ce serait bien que vous regardiez le documentaire sur le décès de Nisman. Salutations. Il dit... Salutations à Marvin aussi. Oui, c'était bien, on a commencé à se demander où on pouvait se mettre. En fait, moi j'ai dit, bon non, mais pourquoi on resterait dans la voiture? C'est effrayant, non? Ton choc avec le feu? Non, et à un moment donné, on a entendu un bruit, comme si une vitre allait se briser. Pépé le voyait déjà écrasé. Oui, à un moment, j'ai entendu un gros choc vraiment fort, j'ai dit « Oh non, ça y est, il s'est écrasé », j'ai dit « Mais non, on est arrivé sans problème ».
Une fois déjà, tu te souviens? Oui, oui. On avait la voiture depuis une semaine, à peine une semaine, même pas un mois, et il est tombé, je ne me souviens plus si c'était un glaçon ou une pierre. Non, non, c'était une pierre, lancée par un camion. Un camion, bon, alors ça nous a laissé la fameuse étoile, l'étoile, non? L'assurance a tout couvert et la réparation est impeccable, je ne vois même pas où c'était. Je crois qu'ils t'en couvrent jusqu'à 3 gratuitement, et ensuite ils te font payer le 4e. C'est-à-dire 3 par an? Oui, par an. Oui, non, et super vite, ils réparent, et c'est parfait. Donc on ne les voit même pas, en fait, je ne sais même pas où c'est passé. Oui, non, oui, bisous, parce que ça part comme... S'ils le laissent, oui, s'ils le laissent, ça s'étend, ça s'étend. Cela nous est déjà arrivé avec l'autre, on a laissé échapper ce nom. Non, ça s'est répandu vraiment mal. Il dit santé, salutations, il dit pauvre Naibot, personne ne fait attention à lui, il dit un viens, salutations, viens, il dit comment ça va. Notre plus jeune fils y allait et il serait surpris, car il n'en avait pas encore eu l'occasion. Non, oui, surpris, tu dis? Il dit qu'au concert, parents et enfants viennent ensemble, et même sans enfants, il y a des gens de tous âges. La bonne musique est intemporelle. Oui, bien sûr. C'est génial, oui. Salutations de notre grand-père. Il dit que la détention de l'Allemande est une vengeance du Conseil d'Allemagne et d'Ukraine qui m'entraîne des drones et robots à cause de ce qui s'est passé aujourd'hui, non? Voilà, oui. Il dit, le bon côté, c'est qu'on n'est pas sorti aujourd'hui ici parce que franchement, il pleut un peu. Enfin, ici, il pleut beaucoup. Et il paraît qu'à 1 heure, ça va tomber très fort. C'est-à-dire, il dit, ma grosse averse, 1 heure du matin, il dit, viens, je venais juste de demander pour Venn, salut, dit Neri. Oh, regarde, Pépé. L'Iran et le programme du Moyen-Orient, salut les frères, vous êtes les meilleurs, salut. Merci beaucoup, salut. Neri, salut. Le programme du Moyen-Orient est un programme A, d'accord. Ah, d'accord, ok, c'est-à-dire, je le sais. Le programme qu'on a mis plus tôt, c'était un exercice, c'était lequel? Le programme de... Je l'ai fait pour elle? D'accord. Bon, allons-y. Allons-y. Les gars, souvenez-vous que nous sommes... Salutations à OFE. Souvenez-vous que nous sommes sur WhatsApp. Nous sommes aussi sur Telegram et nous vous envoyons la notification du direct. Ils sont là, derrière, du côté Pépé, derrière la tête de Pépé. Écarte un peu ta tête pour qu'on puisse voir. Voilà. Pointez votre petit téléphone, les gars. Ouvrez la photo. Et donc, je vais vous emmener sur le lien Telegram pour que vous puissiez recevoir la notification. Seulement pour les directs et pour les dernières informations du moment. Eh bien, on se voit demain. Merci beaucoup, vraiment, pour votre compagnie, pour être resté un moment avec nous. Plus tard s'il y a quelque chose d'urgent, sinon à demain, on se retrouve ici. Merci beaucoup, à bientôt. Nous interrompons votre programme habituel. Merci de vous être branchés sur la vérité. Ceci est Pépé en vivo. La vérité est intense. L'insolite est réel. Ici, nous l'analysons. Une perspective globale. Ne reste pas à l'écart. Connecte-toi à la chaîne. Pépé en vivo contrôle le signal. Pep et Astrid disent la vérité. Journalisme brut. Ici, on respecte. Active l'alerte. Ne perds pas la trace. À la prochaine. Oui, monsieur. Nous faisons l'appel. Abonne-toi. Pépé en vivo dans la place. Papa,